Yo, le K2. Alors là on a du lourd. C'est incontestablement le roi des gadgets dans les enquêtes paranormales, avec une omniprésence qui le ferait presque passer pour un outil de détection fiable. Presque. Le principe est super simple. Si le K2 s'allume, c'est que c'est un fantôme. Voilà, pas besoin de plus de tests, de preuves. Remballe, générique, on a des LED qui clignotent, c'est paranormal, c'est sûr, générique. Non, mais je déconne. Bon après, selon moi, le K2 c'est aussi fiable pour communiquer avec l'au-delà qu'une roue arrière de Dacia Sandero pour prédire la météo. Mais bon, on va se pencher ensemble sur cet énième détournement d'un appareil de mesure de fréquence électromagnétique au profit, et c'est le cas de le dire, du paranormal. Bon. Pour la plupart d'entre vous qui me connaissez déjà un peu, vous savez ce que je vais dire. Mais c'est pour les nouveaux et pour les 2-3 qui écoutent pas au fond de la classe, mais aussi et surtout pour ceux qui ont vraiment du mal à comprendre, non, je ne suis toujours pas un anti-paranormal ou un irréductible sceptique. Pas la peine d'essayer de me prêter des propos qui sont pas les miens. En speech, je te remets la citation d'Houdini qui résume ma position actuelle. Je ne suis pas un sceptique invétéré, je ne suis pas irrémédiablement partial. Je suis tout à fait disposé à croire et mon esprit est grand ouvert. Mais je dois encore être convaincu, l'épreuve doit être saine et concluante. Bref, Harry a encore tout dit. Alors je crois que cette fois-ci on peut vraiment y aller. Le K2, aussi connu sous le nom de K2EMF ou K2EMF Meter, a été développé dans les années 90 par K2 Enterprises, une entreprise basée à Syracuse dans l'État de New York et dirigée par Keith Tupper. C'est une entreprise qui à la base est spécialisée dans les produits destinés à l'entraînement et à l'éducation des animaux de compagnie, à la sécurité et à la protection. Parmi leurs produits, on trouve notamment le Dazer 2 Ultrasonic Dog Deterrent, un appareil qui émet un son ultrasonique inconfortable pour les chiens, mais inaudible pour les humains, aidant à prévenir l'approche indésirable des chiens jusqu'à une distance de 6 mètres. On peut trouver aussi le Tattletale Vibration Alarm. Conçu pour l'entraînement des animaux de compagnie et la sécurité domestique, ce dispositif détecte les vibrations et émet une alarme pour dissuader les animaux de grimper sur les meubles ou pour avertir d'une tentative d'intrusion. Il y a aussi le Pet Hungry Ultrasonic Pet Trainer, un outil qui utilise des ultrasons pour aider à entraîner les animaux de compagnie, renforçant les commandes et corrigeant les comportements indésirables sans avoir recours à des méthodes punitives. Ah mais c'est bien ça. Oui. Mais K2 Enterprise, ils sont surtout connus pour le développement et la production du K2, qui à la base a été conçu pour détecter et mesurer des champs électromagnétiques dans les environnements professionnels ou domestiques, afin d'identifier des sources potentielles de rayonnement électromagnétique qui peuvent s'avérer nuisibles pour la santé. Ouais, en gros, ça t'aide à vérifier si ta multiprise est pas en train de transformer ta piole en micro-ondes. Après, je te cache pas que je comprends toujours pas ce que vient foutre ce type de matériel au milieu de tous ces articles de dressage pour animaux. C'est un peu le même profil que ProMesure de Gary Galka, qui à la base fabrique des éléments de mesure et qui en parallèle te crée des outils comme la Spirit Box ou le REM-Pod, que j'ai d'ailleurs déjà débunké sur cette chaîne, le lien est dans la description. Mais l'histoire paranormale du K2 commence en 2001 lorsque Jonas Briamar fonde Ghost Augustine, une boutique spécialisée dans les équipements de recherche paranormale. Il découvre le K2, alors commercialisé sous le nom de Safe Range Meter. À cette époque, les ventes étaient assez modestes, une centaine d'unités par an. En 2004, K2 Enterprise envisage même d'arrêter la production du K2 en raison d'un marché relativement limité. Convaincu du potentiel de cet appareil dans la recherche du paranormal, Jason Briamar propose de devenir le distributeur exclusif du K2 en assurant même les coûts financiers liés à la poursuite de sa production. Très convaincu quand même. Ce partenariat permet au K2 de continuer à être fabriqué et distribué et ça va aussi ouvrir la voie à son utilisation très répandue dans les enquêtes paranormales. D'ailleurs, de nos jours, il y a de nombreux modèles qui existent disponibles un petit peu partout sur le net. Il existe même des contrefaçons. Mais n'importe quoi. Si, je te jure. Non, si. Possible. Non, c'est pas une blague. Par contre, il est important de noter que malgré son utilisation aussi répandue dans le paranormal que la peste noire en Europe au Moyen-Âge, sa fiabilité dans ce contexte précis repose uniquement sur l'hypothèse que les entités pourraient interagir avec des champs électromagnétiques. Et au risque de me répéter, même si c'est une théorie qui franchement me plairait fortement, elle est toujours pas scientifiquement démontrée. Et donc l'interprétation de ces mesures comme des indications potentielles d'une quelconque activité surnaturelle, ça repose sur rien de solide. Et pourtant, il continue à être vendu comme le starter pack de la détection d'esprit. Et surtout, il échappe pas à un schéma qui commence à nous être un peu familier. Sa popularité dans le paranormal va découler essentiellement de son exposition médiatique. La popularité du K2 dans la recherche du paranormal a pris son essor en juillet 2017, lorsqu'il a été présenté dans l'épisode Mansion Murders, dans la saison 3 de l'émission télévisée Ghost Hunters, diffusée sur Sci-Fi Channel. Lors d'un épisode tourné dans la maison où l'actrice Sharon Tate et 4 autres personnes ont été assassinées le 8 août 1969 par des membres de la secte de Charles Manson, la Manson Family, le K2 a semblé répondre de manière intelligente aux questions des enquêteurs, ce qui a suscité l'étonnement général. The K2 meter measures magnetic fields and it's been specially calibrated for paranormal investigators. Pardon? There's a spirit in the area, the K2 meter will pick up its magnetic field. Mais vous auriez des preuves à nous apporter? You can communicate with us through this device by yes or no answers. Are you one of the people that was murdered?
Before I finished, it said yes. Is one of the females that haunts this house Sharon Tate? Yes. Are you still here? Yes. Cet événement a progressivement conduit à l'adoption du K2 comme outil de prédilection dans les enquêtes paranormales. Alors bon, moi je dis ça comme ça, mais le niveau de référence scientifique de cet appareil dans le paranormal, c'est une émission de télé-réalité américaine. Non, mais... Suite à cette exposition, le K2 est devenu un outil prisé des enquêteurs paranormaux. Sa simplicité d'utilisation et sa capacité à afficher des variations de champs électromagnétiques en temps réel ont largement contribué à sa popularité. Mais attention, la façon dont il est utilisé dans ces émissions est souvent totalement biaisée. Pourquoi ? Parce que les conditions de détection sont jamais contrôlées. Jamais on vérifie ou on prouve s'il y a des sources d'interférence à proximité. Jamais on coupe les appareils électroniques environnants. Ça reste de la télé. On te montre ce que tu dois voir. Enfin bref. Ça, c'est du spectacle, c'est pas de la recherche. Mais à cette époque, l'appareil commence aussi à capter l'attention d'un public un peu plus large. Principalement des téléspectateurs fascinés par le paranormal, mais aussi des sceptiques intéressés par la technologie. Sa popularité va continuer à croître au cours des années qui vont suivre. Après 2007, le K2 va bénéficier d'une exposition médiatique continue. Il devient un élément récurrent dans les kits d'investigation des enquêteurs. Des groupes comme The Atlantic Paranormal Society, des stars de Ghost Hunters, l'utilisent très régulièrement, ce qui le rend presque indispensable pour tout enquêteur paranormal sérieux. À partir de 2008, le K2 est de plus en plus populaire dans le domaine. Les vidéos de chasseurs de fantômes qui utilisent le K2 continuent d'être largement diffusées avec des émissions comme Ghost Adventures, Paranormal State ou encore The Dead Files. Ensuite, à partir de 2009, l'appareil est devenu littéralement un standard dans les conventions, les salons ou les rencontres d'enquêteurs paranormaux. De nombreux vendeurs spécialisés commencent à vendre le K2 comme le produit de base, et on va le voir un peu après, mais il y en a qui sont encore pas mal lâchés niveau marketing. Entre 2010 et 2012, il devient presque aussi reconnu que d'autres appareils de détection déjà utilisés par les enquêteurs du paranormal, comme les caméras thermiques ou les enregistreurs de PVE. À partir de 2012, il est partout. Mais c'est aussi à cette époque que certains commencent à critiquer l'appareil. Et ouais, malgré son succès, le K2 fait face à des critiques concernant sa sensibilité aux interférences non paranormales, en mettant en avant le fait qu'il peut réagir à des sources naturelles ou artificielles, certains remettant en question sa fiabilité en tant qu'outil scientifique dans la détection d'activités surnaturelles. Oh, après, même si le scepticisme autour du K2 il a un petit peu augmenté, il continue d'être un outil privilégié dans les enquêtes du paranormal et très largement utilisé. Sa popularité ne diminue pas, malgré les doutes. Finalement, le K2, c'est quoi exactement ? Le K2 est un détecteur uniaxial de fréquences électromagnétiques, aussi appelé EMF, constitué d'un capteur qui mesure l'intensité des champs électromagnétiques à proximité et qui affiche cette mesure sous forme de LED de différentes couleurs. Mais contrairement à des appareils scientifiques de mesure de EMF, le K2 ne donne pas de valeur chiffrée. Bon, c'est déjà un gros premier point d'imprécision du dispositif, parce que dans un environnement où il y a des milliers de sources potentielles de perturbations électromagnétiques, voir le K2 s'allumer, ça n'a rien de paranormal. Le souci ? Enfin, un des soucis, c'est que le K2, c'est une vraie éponge à interférences. Bon, en même temps, c'est son taf. Mais il fait pas de distinction entre les différents signaux. Il capte absolument tout. Ton téléphone, tes AirPods, ta Wi-Fi, sans oublier bien sûr les fameux talkie-walkie que nos enquêteurs adorent utiliser pendant leurs enquêtes paranormales et qui, à l'émission, font littéralement péter les plombs au K2. Un simple talkie-walkie que j'allume. Hein. Voilà. Vous voyez ? Et on fait ce qu'on veut avec. Je peux le faire chanter des heures. Voilà. These two-way radios will set these things off, amongst other things. Oh no, my house is haunted. Oh no, what am I gonna do? Voilà. Là, j'appuie sur le micro pour pouvoir parler. Vous avez vu le déclenchement ? J'appuie. Voilà. Coïncidence ? Non. D'ailleurs, plusieurs tests hyper simples permettent de démontrer à quel point cet appareil il est influençable. Et vu que vous êtes déjà sur YouTube, il n'y a pas à chercher très longtemps pour trouver une quantité astronomique de vidéos qui concluent toutes de la même façon. Petit exemple ? Ouais, tu connais. Oh, un fantôme! Ah non, c'est simplement le frigo. Malheureusement, c'est ça le problème avec ces détecteurs, c'est qu'ils perçoivent toutes les ondes électromagnétiques, même dans cet interrupteur. Autant te dire, Jamy, que les fantômes ont de la concurrence. La PS4 est allumée, et là, le K2 réagit avec l'électricité qu'il y a actuellement. Et à côté de mon PC, voilà. Le K2 réagit. Si on essaie de le rapprocher, voilà ce que ça donne. Voilà, il commence à se manifester de plus en plus. Le K2 qui s'affole lorsque je me rapproche de la box. Voilà. Et là, bien sûr que le K2 va détecter. Je peux aussi le faire déclencher. Hein. Vous voyez ?
Là-dedans, il n'y a aucune modification. C'est simplement l'émetteur du carillon qui peut le faire déclencher. Je fais ce que je veux avec. Je vais... Voilà, vous voyez, je viens d'ouvrir mon téléphone sans rien faire. Il déclenche déjà. Voilà. Je vais enlever le mode avion. Je suis en avion. Mais je reste à distance pour que mon téléphone ne passe pas dans le champ. Ah, une entité. Non, c'est juste mon téléphone qui est là, que j'ai rouvert. Vous voyez, je pourrais avoir mon téléphone dans ma poche. Il pourrait déclencher. Je peux prendre ça aussi. Ça, c'est une télécommande de portail. Voilà, c'est fou, hein? Ça marche aussi comme ça. Ça marche même avec une lampe. Un simple aimant. Je peux avoir un aimant dans ma poche, enfin dans ma main, et voilà. If you're gonna film using one of these and somebody's doing it with their cell phone, it's more than likely a false positive. For instance, Simon, flash the meter. That's better. Are you dead, Simon? Flash if you're dead. Oh, there you go, guys. This is a radio frequency anomaly, and this is an EMF anomaly. So just before I made this video, I wanted to do some real world tests. Interesting. On va voir ce qui se passe quand je mets le mode régulier. Donc automatiquement, le cellulaire, regardez déjà là, c'est aussi pire parce qu'il y a encore plus d'antennes. Donc on voit ici, il y a mon routeur Wi-Fi. Si j'ouvre la ligne, automatiquement j'obtiens un signal. Ça, c'est une imprimante sans fil. Là, quand même, on en a ici. Certaines prises électriques émettent, comme vous voyez ici. Donc le panneau de breaker, les panneaux des fusibles. On regarde, on s'expose quand même beaucoup. La Apple TV ici, là, qui fonctionne avec le Wi-Fi. Voilà, en gros, si tu poses ton K2 pas loin d'un routeur Wi-Fi ou que tu t'amuses à allumer et éteindre ton téléphone à proximité, surprise, ça réagit immédiatement. Pourtant, à moins que ton routeur il ait décidé d'entrer ta baraque, bah y a rien de paranormal là-dedans en fait. Une autre expérience intéressante, c'est de placer un K2 à côté d'un micro-ondes en marche. Tu peux être sûr que ça va se déclencher, parce que ce genre d'appareil, ça fuit littéralement d'ondes électromagnétiques, particulièrement quand c'est en fonctionnement. Je pensais que ça fonctionnerait juste quand c'est en fonction, mais à ma grande surprise, j'ai découvert qu'un micro-ondes dégage extrêmement de champs électromagnétiques, même en mode fermé. Pendant que je l'allume, ça va être pire. Regardez, ça va être pire, c'est que quand il est en fonction, c'est ici aussi c'est grave, mais si je l'arrête, c'est un peu moins pire. Ouais, toujours pas de fantôme, hein? Non, juste ton repas qui chauffe. Ouais, c'est chaud, ouais. Voilà. Et encore, là, on parle juste des interférences normales. Mais bon. Comme pour le REM-pod, on va citer plusieurs sources qui peuvent créer des fluctuations dans les champs électromagnétiques, qu'elles soient artificielles ou naturelles, et qui peuvent potentiellement déclencher le K2. Non, je déconne, à chaque fois. Les sources artificielles, c'est les plus courantes et elles peuvent être responsables de la majorité des fluctuations détectées par le K2. En général, ça provient des appareils électroménagers, des dispositifs électriques ou des appareils électroniques. Les télévisions, surtout les modèles les plus anciens à tube cathodique, les ordinateurs ainsi que les câbles et les périphériques connectés, les téléphones portables, notamment quand ils communiquent avec des antennes relais ou quand ils sont en mode veille, les tablettes qui, comme les téléphones, utilisent des fréquences sans fil, les fours à micro-ondes, comme on l'a dit tout à l'heure, et les appareils électroménagers comme les lave-linges, les réfrigérateurs, les câbles électriques dans les murs, particulièrement ceux qui sont très proches du détecteur. D'ailleurs, les câbles mal isolés ou en mauvais état peuvent même exacerber le phénomène. Les transformateurs, qu'ils soient industriels ou résidentiels, les boîtiers contenant des interrupteurs, des disjoncteurs ou des fusibles peuvent aussi émettre des champs électromagnétiques. Les routeurs utilisent des fréquences radio qui peuvent perturber les champs EMF, en particulier dans les zones où les ondes Wi-Fi sont puissantes. Les équipements Bluetooth comme les oreillettes ou comme les enceintes sans fil, les télécommandes comme celles pour les téléviseurs ou les ventilateurs qui émettent des impulsions électromagnétiques. En deux, les sources naturelles. Ces sources sont bien moins courantes que les artificielles, mais elles peuvent aussi induire des fluctuations qui affectent le K2. Elles sont généralement dues à des phénomènes géophysiques ou à des conditions atmosphériques. La Terre elle-même génère un faible champ magnétique, et certains endroits peuvent avoir des variations plus marquées dans ces champs, notamment en raison de la géologie locale. La foudre, ça génère de puissantes ondes électromagnétiques, même à des très grandes distances de l'impact de l'éclair. Les courants telluriques, c'est les courants électriques naturels qui circulent dans la Terre. Ils sont souvent associés à des phénomènes géologiques spécifiques et peuvent induire des EMF variables. Les éruptions solaires,
ou tempêtes solaires qui génèrent des particules énergétiques, peuvent interférer avec des champs électromagnétiques terrestres, affectant parfois des instruments sensibles comme le K2. Les aurores boréales, ces phénomènes lumineux magnifiques qui sont associés aux tempêtes solaires, peuvent générer des champs électromagnétiques perturbateurs dans les régions proches des pôles. Ah bah oui, là on parle pas de la Gironde ou de la Meurthe-et-Moselle. Hein. Un orage magnétique, c'est une perturbation des champs électromagnétiques terrestres, et ça peut parfois affecter les K2, bien que ce soit quand même, on va le dire, moins fréquent. Bien que généralement très faibles, les radiations provenant de l'espace peuvent interagir avec l'atmosphère terrestre. Bon, ce phénomène, il est assez difficile à mesurer à petite échelle, mais dans certains cas, il peut être détecté par des instruments sensibles comme le K2. Les rayons cosmiques de haute énergie. Ce phénomène naturel perturbe également les champs électromagnétiques, bien que ces perturbations, elles sont généralement trop faibles pour affecter des détecteurs de EMF. En 3, les sources mixtes. Alors certaines sources peuvent combiner des éléments naturels et artificiels qui interagissent entre eux pour générer des perturbations mesurées par le K2. Les lignes à haute tension transportent des courants puissants qui génèrent des champs électromagnétiques. Ces lignes peuvent être affectées par des éléments naturels, comme un orage, mais leur influence sur les champs EMF est principalement artificielle. Les bâtiments en métal ou les structures métalliques peuvent générer des interférences lorsqu'ils sont exposés à des champs électromagnétiques externes, comme ceux générés par des équipements électriques ou des phénomènes géologiques. Le métal peut agir comme conducteur ou même comme amplificateur des signaux EMF. Le fait aussi qu'il capte uniquement un seul axe à la fois fait qu'il peut capter certains signaux et en manquer d'autres en fonction de son orientation. Ça peut expliquer pourquoi le K2 s'allume parfois puis s'éteint quand on le déplace. Il intercepte ou perd un signal selon sa position. En conclusion, les réactions du K2 sont principalement causées par des sources artificielles, mais il peut aussi réagir à des phénomènes tout à fait naturels. Comprendre ces sources permet de mieux interpréter les résultats d'une enquête paranormale et de distinguer des anomalies potentiellement liées à des phénomènes naturels ou artificiels de celles qui sont attribuées à des phénomènes surnaturels. Soyons sérieux 2 minutes. Si le K2 capte vraiment des entités, alors il doit réagir à leur présence et uniquement à leur présence. Facile à tester. Comme pour le REM pod, il suffit de mettre le K2 dans une cage de Faraday qui bloque les ondes électromagnétiques. S'il s'allume encore dans ces conditions, alors peut-être qu'on a affaire à un fantôme. Mais étrangement, aucun chasseur de fantômes ne fait jamais cette expérience. Ouais, je suis désolé de péter l'ambiance, mais faut être un petit peu réaliste. Une écrasante majorité de vidéos paranormales sur YouTube utilisant le K2 sont purement mises en scène. Ou alors, ça tient pas du tout compte de tout ce qu'on vient de lister dans la vidéo avant de déclarer que forcément, c'est paranormal. Les scénarios, c'est toujours les mêmes, avec un schéma bien rodé. Les enquêteurs se baladent avec un K2 à la main et attendent une réponse sous forme de LED qui s'allume. Et si c'est le cas, alors là, c'est l'euphorie générale. Comme si un fantôme venait de se manifester de manière indiscutable. Pourtant, la réalité, elle est vachement moins spectaculaire. On l'a vu, un simple téléphone à proximité, ça suffit à faire déclencher le K2. L'effet est facilement reproductible en quelques secondes, mais ça n'empêche pas ces vidéos de circuler et d'être pris au sérieux par certains spectateurs. Pire encore, certaines équipes d'enquêteurs du paranormal qui n'hésitent pas à tricher ouvertement en utilisant un talkie-walkie hors champ, ça fait déclencher le pod, ça crée une illusion très convaincante, surtout dans un lieu hyper angoissant. Pourtant, ce type de manipulation est très rarement mis en question. Et le K2 continue à être présenté comme une preuve irréfutable de l'existence des esprits. Si tu veux vraiment chercher du paranormal, commence par éliminer toutes les causes naturelles avant de crier au surnaturel. Ouais, mais ça, c'est pas vendeur pour les vidéos YouTube. Ah bon? Bah non. Bon, la vérité sur le K2, bah c'est pas un outil scientifique. Mais non! Il a été conçu pour tester des appareils dans un but de sécurité sanitaire, mais pas pour parler avec les morts. Il capte tout et n'importe quoi. Et il est ultra facile à utiliser de manière douteuse. Un petit coup malhonnête sur le bouton et hop, ni vu ni connu. Vous remarquerez d'ailleurs que certains enquêteurs tiennent le K2 d'une manière assez précise, pas très naturelle. Je vous montre pourquoi. Enfin bref, aucune valeur de preuve, nada, que dalle, zéro. Juste quelques LED pour impressionner les novices. Aucun contrôle expérimental n'est jamais mis en place. Pas de protocole rigoureux, pas de test en aveugle, juste de la mise en scène. Et après une recherche approfondie, il apparaît qu'il n'existe même pas d'études scientifiques publiées spécifiquement consacrées au K2 en tant qu'outil de détection paranormale. Tu m'étonnes! Cependant, des discussions et des critiques existent sur l'utilisation de ces appareils dans ce domaine. Par exemple, un article du Buried Secret Podcast souligne que les détecteurs EMF populaires comme le K2 ne détectent que les EMF de très basse fréquence, ce qui limite leur efficacité dans la détection des phénomènes inexpliqués. En l'absence de recherches scientifiques dédiées validant l'efficacité du K2 pour la détection paranormale, son utilisation dans ce contexte reste très controversée et très largement basée sur des témoignages anecdotiques,
plutôt que sur des preuves empiriques rigoureuses. Et à l'instar de son copain le REM-Pod, l'absence totale de collecte et d'enregistrement de données est un énorme problème qui empêche le K2 d'être considéré comme un outil fiable. Bah déjà parce que ça laisse aucune trace des événements. Un appareil scientifique digne de ce nom devrait enregistrer les variations des champs électromagnétiques sous forme de données chiffrées. Valeurs mesurées, durée, fréquence des pics, etc. Or le K2, ça mémorise que dalle. Impossible donc d'analyser après coup ce qui s'est vraiment passé, et bien sûr aucune possibilité d'analyse comparative. Je veux dire, sans historique, comment comparer les fluctuations entre les différents lieux ou les différents moments? Un véritable capteur scientifique permettrait d'étudier les schémas d'apparition des variations des champs électromagnétiques. Avec le K2, tout repose sur des réactions instantanées non vérifiables après coup. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. On n'a par exemple aucune isolation des causes naturelles. En science, il faut éliminer toutes les causes naturelles avant de conclure à un phénomène inexpliqué. Mais avec le K2, impossible de vérifier si le signal vient d'un appareil électronique, d'une onde radio, d'un câble électrique ou d'un soi-disant fantôme. Alors il y a aussi une forte influence psychologique. Tout repose sur l'interprétation subjective de l'utilisateur. Un bip ici, une lumière là et tout le monde crie au paranormal sans finalement prouver quoi que ce soit. Ah bah encore une fois, on est plus sur un gadget visuel que sur une preuve scientifique. Et contrairement à des appareils comme les oscilloscopes ou les magnétomètres de haute précision, qui eux stockent les mesures et permettent de détecter des modèles répétitifs ou anormaux, bah le K2 c'est juste un jouet qui clignote sans laisser aucune trace exploitable. Après moi je dis ça, si t'aimes bien les trucs qui clignotent, achète une guirlande de Noël, c'est vachement plus économique et t'auras à peu près les mêmes résultats. Ah, et j'en parlais tout à l'heure, mais alors niveau marketing, ils se sont fait plaisir, Je te mets un petit florilège des différents prix histoire que tu captes, j'espère que t'es assis, on y va. Le K2, c'est l'outil le plus répandu dans les enquêtes du paranormal, souvent présenté comme un détecteur fiable de présence invisible. Pourtant, son fonctionnement repose sur un malentendu scientifique majeur. Ça détecte pas des fantômes, mais simplement des variations des champs électromagnétiques, que ça soit naturel ou artificiel. Or, la croyance selon laquelle les esprits pourraient manipuler ces champs reste une hypothèse non démontrée, dépourvue de toute validation scientifique. Débunker le K2, c'est rappeler une évidence souvent ignorée. Mesurer un phénomène ne signifie pas en expliquer la cause. Et ça peut parfois pousser à voir du paranormal là où il n'y en a pas forcément. L'autre problème, c'est le fait que le K2 ne stocke absolument aucune donnée, ni graphique, ni valeur précise, ni historique des relevés, rendant impossible toute analyse des champs électromagnétiques sur une période prolongée. Sans ces informations, comment distinguer un pic EMF anormal d'une simple variation due à l'environnement? Bah tu peux pas, Voilà. Et pourtant, dans les émissions télé ou dans les vidéos YouTube, ces petites lettres qui clignotent sont souvent présentées comme la preuve absolue d'une présence surnaturelle. Pour finir, il faut aussi préciser que Keystopper, le créateur du K2, reconnaît que certains phénomènes étranges peuvent arriver, mais il reste hyper sceptique sur leur origine. Il insiste sur le fait que son appareil détecte uniquement des champs électromagnétiques, mais sans pouvoir en identifier la source exacte. Mais précise qu'il fonctionne également en captant les pulsations électromagnétiques qui peuvent être générées par différents appareils électroniques. Autrement dit, l'outil est détourné de son utilisation d'origine, et sa fiabilité dans les enquêtes paranormales repose sur un mythe entretenu par les médias et les chasseurs de fantômes. Débunker le K2, c'est donc une nécessité pour préserver un minimum d'intégrité dans la recherche du paranormal. Il est indispensable de rappeler que sans une méthode rigoureuse, sans élimination des biais, sans analyse approfondie, aucun outil ne peut être considéré comme une preuve dans l'existence des esprits. Parce que débunker, c'est pas nier toute possibilité de phénomènes inexpliqués, mais c'est éviter que des outils mal compris deviennent des dogmes et encourager une approche plus critique et plus scientifique des enquêtes paranormales. Voilà la Famax, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir votre avis. Je compte sur vous pour claquer votre meilleur pouce bleu et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On va se retrouver très bientôt pour un prochain debunk sur un outil très discutable aussi. Il y a du boulot. Toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont bien évidemment en description. Vous pouvez aussi y retrouver mes différents réseaux, notamment Twitch sur lequel je stream plusieurs fois par semaine. Et aussi, comme je vous l'ai dit, 2025 ça va être riche en debunk. Et sans trop spoiler, j'ai envie de vous dire que les prochaines enquêtes avancent fort. Mais ça vous allez le voir très bientôt. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la Famax.
T'arrêtes de critiquer.